Bonjour. Monsieur Haddad, bonjour, je suis Éloi. Enchanté. Et je suis le passeur, on va dire. Le passeur des questions des internautes, le passeur en même temps d'un dialogue. Et mon but ici, notre but à tous, c'est d'élargir en quelque sorte les murs de l'UNESCO pour poursuivre le dialogue, poursuivre ces débats, donner une certaine réalité augmentée à travers la discussion en direct sur Internet. Alors nous sommes, attention, vous êtes live tweeté en ce moment. Oui. Donc voilà, vous êtes en direct sur Facebook, vous êtes sur écoloinfo.com et vous êtes sur le site du Crédit Coopératif. Très bien, enchanté. Alors, Georges Haddad, je lis ma petite fiche juste pour la fonction au moins, parce que je vais pas lire la bio qui est assez longue Oui, désolé, et qui finalement n'est pas forcément exhaustive, je crois. Vous êtes directeur de l'équipe de recherche et de prospective dans le domaine de l'éducation à l'UNESCO. Oui. C'est bien ça, voilà. Voilà. Et vous êtes mathématicien. Mathématicien, oui. Mais alors, justement, les maths, et là ça nous permet d'arriver tout droit dans le sujet, l'enseignement des maths, l'apprentissage des maths. Moi, les maths, j'aurais peut-être pu aimer les mathématiques, mais finalement, j'ai pas eu le goût, on m'a pas transmis quelque chose, on m'a pas, j'ai des souvenirs horribles de mes professeurs de mathématiques. Comment faire pour que les enfants et les jeunes en tous les cas aient le goût des maths? Alors ça, c'est une question essentielle qui a mobilisé tout mon parcours de mathématicien et d'enseignant. C'est comment faire pour faire passer les mathématiques auprès des jeunes et leur montrer que les mathématiques, c'est avant tout une discipline qui a un but essentiel, comme l'a dit un grand mathématicien du 19e siècle, c'est de servir l'honneur de l'esprit humain et de développer des outils, des concepts, des pensées au service de l'aventure de l'esprit humain, l'aventure des sciences d'une manière générale. Galilée disait très clairement que sans les mathématiques, les sciences ne sont qu'une longue marche dans un labyrinthe obscur. Ce sont les mathématiques qui aident les scientifiques à aborder leur discipline de manière réellement scientifique, c'est-à-dire de comprendre les phénomènes, de les anticiper, de les modéliser et de les rendre accessibles à l'être humain pour que la notion de progrès et de développement prenne tout son sens. Et ce que j'aime dans les mathématiques, c'est que c'est la discipline la plus démocratique qui soit. Vous savez, il n'y a pas d'origine. On peut transformer un jeune en lui donnant des cours divers et variés en histoire, en philosophie, etc. En mathématiques, bien sûr, on peut aider un jeune à progresser, mais je crois que les mathématiques, c'est avant tout une aventure personnelle dans une discipline qui offre justement des ouvertures extraordinaires. Et quand on fait des mathématiques, on n'est ni fils de riche ni fils de pauvre, on est un mathématicien au service de l'honneur de l'esprit humain. C'est une discipline extraordinairement démocratique qui coûte très peu cher et qui rapporte très gros. Vous voyez, si on avait tous des profs de maths comme vous, peut-être qu'on aurait le goût du calcul, et pas forcément même le goût du calcul, parce qu'il ne faut pas non plus résumer les mathématiques au calcul, mais le goût et surtout le sentiment que les maths servent dans la vie, servent à quelque chose. D'abord, et je pense qu'un enseignant doit avant tout être un communicateur. C'est-à-dire ce n'est pas simplement accumuler les savoirs, transmettre des savoirs, mais séduire. Il faut séduire et créer du désir. Et je crois que c'est ça le rôle de l'enseignant. Et il faut que les enseignants soient heureux d'enseigner, qu'ils soient heureux dans la mission qui est la leur. Je rencontre trop d'enseignants malheureux aujourd'hui. Et je me dis comment confier mes enfants à des gens qui ne sont pas heureux de faire ce métier-là. Et moi, je me bats, et c'est la mission de l'UNESCO. Vous avez parlé des murs de l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas de murs. L'UNESCO est universelle, elle a été créée pour tous et pour toutes. L'UNESCO n'a pas de frontières. Elle est là pour servir tout un chacun, tous les pays, toutes les collectivités et toutes les individualités pour pouvoir exprimer leurs besoins, leurs nécessités et rendre accessible ce qu'il y a de plus beau dans l'aventure humaine, c'est la transmission des savoirs, l'éducation. Et un enseignant doit être aussi un acteur. Moi je dis que lorsque nous rentrons dans un amphithéâtre, lorsque nous rentrons dans une salle de classe... Vous entrez sur une scène. On rentre sur une scène et on a des spectateurs exigeants qui attendent de nous des choses essentielles et qui nous transforment. Chacun de mes cours m'a transformé profondément. Je ne suis jamais sorti identique d'un cours. À chaque fois, c'est un échange, c'est un acte d'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas enseigner. Oui, non, là, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à dire, à rajouter à ça. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je par rapport à l'enseignement que l'on a. Et d'ailleurs, c'est finalement pareil avec l'enseignement des langues aussi. Mais c'est pareil avec tous les enseignements. Tous les enseignements. Le rôle de l'enseignant est fondamental. Et aujourd'hui, vous avez parlé de l'UNESCO. Ce qui me choque beaucoup dans ces grandes organisations,
c'est que nous avons des bureaucrates et des technocrates qui pensent des choses qu'il faut d'abord aborder de l'intérieur. Qui modélisent mais il faut le vivre de l'intérieur. On ne peut pas parler de l'éducation si on n'a pas appréhendé l'éducation de l'intérieur, comme un élève, comme un étudiant, voire même comme un enseignant. Et donc il faut savoir ce que c'est que de construire un cours, de transmettre un savoir. Mais il faut se souvenir qu'on a été jeune, qu'on a été étudiant aussi. Absolument. Alors ça ne suffit pas d'avoir été jeune, d'avoir été un étudiant. Moi je pense que pour parler de l'éducation, il faut l'avoir vécu de l'intérieur. Et lorsque vous construisez un cours, vous vous rendez compte à quel point cela est difficile. Vous dire, est-ce que je vais être compris? Est-ce que je vais être reçu? Est-ce que je vais transmettre du plaisir, du désir et du doute pour que la créativité et la rationalité s'expriment à plein régime? En disant ça, vous venez de résumer quelque part et vous venez de répondre à une question sur l'implication de l'UNESCO dans cette université de la Terre. Du pourquoi de ce partenariat avec cette université? C'est la transmission, c'est le partage. Bâtir une nouvelle société, c'est le rôle de l'UNESCO. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'intervention, vous savez que le mot d'ordre de l'UNESCO, le slogan, si je puis m'exprimer ainsi, est le suivant. L'UNESCO a été créée après la guerre, tout de suite après la guerre, et les désastres que nous avons connus et dont nous n'avons pas malheureusement retenu les leçons comme il le faudrait, l'UNESCO dit la chose suivante. C'est dans l'esprit des hommes, des humains, que naissent les guerres. C'est donc dans l'esprit des humains, des hommes, qu'il faut construire, édifier les défenses de la paix par l'éducation, la science et la culture. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle mission sur Terre. Et ça passe par le dialogue, par le partage, l'échange, la confrontation, accepter les différences, accepter parfois les divergences, mais toujours être au cœur du dialogue. C'est ça l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la maison du dialogue. C'est la maison de l'échange, de la confrontation des idées. C'est un laboratoire d'idées. C'est un lieu où se construisent les principes de l'humanité essentiels, qui sont ceux de la solidarité, de la coopération, de la compréhension, de la générosité. Aujourd'hui, les gens ont peur. L'UNESCO est le lieu où on essaye de vaincre les peurs, où on essaye de vaincre les réticences, où on essaye de vaincre les égoïsmes. Et la directrice générale de l'UNESCO, Madame Bokova, a dit que la mission de l'UNESCO, c'est en permanence de construire un nouvel humanisme. Construire un nouvel humanisme, édifier un nouvel humanisme par l'éducation, la science et la culture, et faire en sorte que chacun trouve à l'UNESCO le lieu du débat, le lieu de l'échange, le lieu de la confrontation. Nous ne sommes pas là pour classer, nous ne sommes pas là pour sanctionner, nous sommes là pour dire et pour faire dire. Voilà ce qui est important. Vous êtes fondamentalement optimiste. Je suis un optimiste de nature, mais un optimiste rationnel, si vous voulez, parce que je sais que l'humain a des choses absolument incroyables en lui, dans le positif comme dans le négatif. Je conseille toujours à mes étudiants de lire un livre qui est pour moi un des plus beaux témoignages de l'aventure humaine. C'est un livre qui a été écrit par Stefan Zweig, qui s'appelle Le Monde d'hier, mémoire d'un Européen. Tu notes, Sylvain, s'il te plaît. Le Monde d'hier, mémoire d'un Européen. Et il montre que l'éducation est une condition nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et il montre, à travers ce témoignage, que même les pays les plus éduqués, même les personnes les plus éduquées, peuvent, à un moment ou à un autre de leur existence, basculer dans une barbarie que même l'animal ne comprendrait pas s'il avait une capacité à analyser ce que nous faisons. Ce monde d'hier, c'est encore le monde d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe un peu partout. Mais je crois que la mission de l'UNESCO, elle est essentielle, et que si l'UNESCO n'existait pas, il faudrait le réinventer. Mais il faut le réinventer en permanence. Il faut le déconstruire en permanence. Picasso disait que le but de l'aventure humaine, c'est tout un aspect de construction-déconstruction. Vous savez, il avait dit une très belle phrase, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais jeune. Il me disait, et il disait, ça a été repris, que jusqu'à 20 ans, il a appris à peindre et à dessiner comme Raphaël. Et qu'à partir de 20 ans, il n'a eu qu'une idée en tête, c'était de réapprendre à peindre et à dessiner comme un enfant. Retrouver les valeurs primales. L'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant, l'âme de la créativité, l'étonnement de l'enfant. Et l'UNESCO, c'est justement cela. C'est ce lieu où se déconstruisent en permanence ce que les préjugés, les a priori, les systèmes, pour les reconstruire autrement. Ne pas les détruire, bien sûr. On n'est pas là pour détruire, mais pour construire différemment en permanence. C'est un travail permanent. C'est un mythe de Sisyphe, mais on n'a pas le choix. Il faut l'assumer et à chaque fois remonter la colline pour aller vers le soleil. C'est
C'est beau. Je sais pas, mais c'est ce que me disait Picasso, ce que disait Stefan Zweig. Ouais. Ne pas croire que l'éducation aboutit à tout. Non, elle doit être accompagnée tout au long de sa vie. Accompagnée tout au long de la vie. C'est un principe essentiel. C'est la mission de l'UNESCO et ne l'oublions pas. Moi, quand on me dit que l'UNESCO a des murs, l'UNESCO ne devrait pas avoir de murs. Les seules frontières de l'UNESCO sont les frontières du savoir et de la connaissance. Est-ce que la solidarité et la notion de partage s'apprend finalement, ou est-ce que c'est inné? Alors ça, c'est aussi une question très, très, très difficile. Il faudrait poser cette question à des psychologues, des philosophes. Oui, mais on parle justement de tenter de tout faire pour retrouver son âme d'enfant, et de voir le monde en permanence avec une âme d'enfant. Mais est-ce que l'enfant est solidaire? L'enfant, par essence, vous savez, c'est là aussi Hannah Arendt qui le disait. Elle disait la chose suivante, c'est que le but de l'aventure humaine et de l'éducation dans cette aventure, c'est de transformer l'animal humain en ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un homme. Un homme, c'est-à-dire un citoyen, un homme responsable, un homme critique. L'enfant, quand il naît, il pense à son ventre, il a besoin de manger, il a besoin de chaleur. Il ne se pose pas des questions par rapport au monde. Il découvre le monde. Mais il le découvre par rapport à son ventre, par rapport à sa bouche, par rapport au sein de sa mère, par rapport au biberon. Et progressivement, l'enfant va s'éveiller à ce monde. Et la générosité, c'est un parcours lent, subtil, qui naît de l'amour, qui naît de l'éducation, qui naît du partage. Et je crois qu'on n'est pas généreux de nature. À la naissance, on apprend à l'être. On apprend à l'être. La générosité se découvre progressivement. C'est un chemin. C'est un chemin. Ça nous renvoie peut-être également à cette notion d'exemplarité. Le politique doit être exemplaire, le parent doit être exemplaire, l'éducateur doit être exemplaire. On suit un chemin s'il est exemplaire. Là, vous posez une question, l'exemplarité. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'exemplarité. Moi, je suis parent, je suis éducateur. Je n'ai pas la prétention à l'exemplarité. Moi, ce que je veux, c'est accompagner. Accompagner, dire, recevoir, donner, apprendre. Et ma seule exemplarité, c'est de me dire que je ne suis pas exemplaire et que je dois en permanence progresser. Tendre vers ça, bien sûr. Tendre, vous savez, j'ai pratiqué les arts martiaux. Là aussi, c'est très important. Et un jour, je demandais à un de mes maîtres, qui était un grand maître du judo, je lui disais, Sensei, maître, quel est le chemin à suivre? Il me disait, écoute, tu es à la périphérie. Choisis un rayon. Choisis un rayon. C'est les maths, c'est l'histoire, c'est la philosophie, etc. Et puis, plus tu vas rentrer à l'intérieur du cercle, plus tu vas t'approcher du centre, plus tu vas avoir une vision de la globalité des choses. Tu vas avoir une vision de toi-même, de ce que tu es, de ce qu'est la société. Donc, choisis ton rayon, progresse et ouvre tes yeux et ouvre-toi à toi-même et ouvre-toi aux autres. Je crois que c'est ça le message. Connaître toi-même, se changer soi pour changer le monde, c'était le thème d'une conférence hier. Oui, se changer soi, progresser, se découvrir, se changer, je ne sais pas comment je peux me changer, mais évoluer progressivement et aller le plus possible vers ce centre qui est la sagesse que les grands philosophes nous ont décrite, etc. Et puis il y a une réflexion que j'aimerais dire aussi, c'est le rôle des religions. On n'a pas assez parlé des rôles de religion dans l'éducation. L'homme primitif découvrait le monde. Il était comme un enfant. Il découvrait le monde, les forces de la nature, il craignait le vent, il craignait la pluie, il craignait le tonnerre, il craignait les tremblements de terre. Et donc il s'était créé des divinités qui le mettaient en contact de cette nature, qui l'effrayait, mais dans laquelle il devait vivre. Et puis progressivement, l'homme a évolué, je ne sais pas vers quoi, mais vers ce qu'on appelle le monothéisme. Ce Dieu abstrait qui l'a amené dans une situation d'anature, qui l'a fait sortir de cette nature dans laquelle il était pour lui faire croire quelque part, ou se faire croire à lui-même, qu'il était autre que nature. Et ce Dieu abstrait, qui n'est pas un Dieu naturel, c'est un Dieu qui a fait de l'homme quelque chose qui a évolué vers quelque chose d'anaturel, et penser qu'à travers la science, la technologie, etc., il pouvait contrôler le monde et être une sorte de Dieu lui-même. Et on a vu les évolutions. On a vu les évolutions dans certaines religions monothéistes où l'homme devient Dieu, quelque part. Là aussi, c'est un questionnement sur lequel nous devons nous pencher. Je ne dis pas qu'il faille retourner au polythéisme, bien entendu. Non, mais c'est une longue question. Mais c'est une longue question. Est-ce que le monothéisme qui nous a construit et que nous avons construit nous a rapprochés ou nous a éloignés de la nature et de nos responsabilités? Là aussi, il faudrait se penser à la question, et je crois qu'il y a un vrai dialogue au niveau des religions pour comprendre. Lorsque vous allez dans les religions extrême-orientales, vous voyez que la nature est toujours présente. L'homme est un être de nature. Il est là,
dans la nature, il doit la respecter, il doit la comprendre, et tout son apprentissage, c'est de comprendre la nature, ce n'est pas de la dominer. Et là, je crois que nous avons des leçons aujourd'hui qui nous prouvent que malgré les grandes technologies, malgré les grandes avancées scientifiques, la nature est là pour nous rappeler à l'ordre. Elle nous dit attention, respectez-moi parce que je suis toujours la plus forte. Ouais, je suis toujours là et je serai toujours là. Et je serai toujours là, quoi que vous fassiez. Vous, non. Vous ne serez pas des dieux. Oui. Vous ne deviendrez jamais des dieux, mais vous êtes des serviteurs de vous-même, de votre aventure, et respectez-moi. Respectez-moi parce que moi, à tout moment, je peux vous rappeler à l'ordre. Alors c'est vrai que lorsque des drames se produisent dans des pays en développement, Haïti ou d'autres, on se dit, bon, mais quand ça arrive au Japon, pays technologique par essence, ça nous interpelle différemment. Ça nous interpelle différemment. Et là aussi, il y a toute une leçon à retenir de cette tragédie et de toutes les tragédies, c'est que quelque part, nous sommes dans la nature, nous sommes partie intégrante de la nature, même si nous voulons la changer, elle est encore plus forte que nous, elle le sera toujours plus forte. Alors s'il y avait un verbe qui pour vous résumerait bâtir une nouvelle société, quel serait-il du coup? Là, vous avez parlé d'humilité, il faut savoir rester vraiment humble par rapport aux événements. Moi, j'ai un seul mot qui a dicté toute ma vie, et j'espère que je mourrai avec ce mot au fond de moi, c'est l'amour. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Aimer. Moi, j'ai pas d'autre mot. L'aventure humaine, c'est une aventure qui doit être faite d'amour. Quand l'amour disparaît, quand l'amour s'affaiblit, là, je crois qu'on bascule dans cette barbarie, et on est capable de tout faire. Lorsque je vois des gens même éduqués au volant, capable de faire n'importe quoi au volant, sortir, se battre parce que quelqu'un a fait une erreur, etc. Quand vous allez dans un stade et que vous voyez des gens qui sont des enseignants, des chercheurs, etc., capables d'insulter un joueur parce qu'il n'a pas... Là, je me dis, mais attends, où allons-nous? Donc toujours être conscient de cette fragilité, que nous sommes toujours sur le fil du rasoir et que la seule chose qui nous sauve de cette barbarie, c'est l'amour. Et donc je crois que l'éducation doit avant tout être un acte d'amour et nous apprendre à aimer mieux l'autre et soi-même. Je crois que c'est ça. Et un grand sage disait que le rôle de l'éducation et le rôle de la religion, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fisse, va et étudie. Va et étudie. C'est ça le chemin. C'est une belle conclusion de cet entretien. Merci beaucoup. Merci Terminé à vous. sur l'amour, sur aimer, l'UNESCO. Venez servir l'UNESCO. Venez, vous les jeunes, à l'UNESCO. Nous avons besoin de vous. C'est votre maison. C'est votre maison. Depuis hier, nous ne cessons de répéter ce message. Déjà, venez pour voir. Mais aussi, venez, impliquez-vous. L'UNESCO étant partout. C'est votre maison. Elle n'a pas de mur, elle n'a pas de frontières, si ce n'est celle qu'on veut lui imposer. Et moi, je crois que l'UNESCO devrait être le lieu de l'humanisme triomphant. C'est ce que veut la directrice générale, c'est ce que nous essayons de faire tous à notre niveau. Voilà un peu le message que je voudrais faire passer. Monsieur Haddad, je crois que le message passe. Merci à vous et merci de votre attention. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.